Donc bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis Myriam Victor, chargée des CSE chez Jury Travail. Donc je vous souhaite la bienvenue à cette webconférence qui est à destination des CSE enfin des élus de CSE et des délégués syndicaux. Donc chez Jury Travail, je me charge entre autres d'animer 2 groupes privés qui nous permettent d'échanger entre élus, un groupe sur Facebook et un groupe sur LinkedIn. Comme bon nombre d'entre vous le savent déjà, chez Jury Travail, depuis le début de la crise sanitaire, nous avons souhaité nous mobiliser à vos côtés en vous faisant bénéficier de toute l'information juridique dont nous disposions, mais aussi en vous ouvrant notre réseau d'experts. Donc, c'est avec plaisir aujourd'hui que j'accueille Maître Saria, avocat en droit du travail au barreau de Paris. Bonjour à vous, Maître, et merci d'être parmi nous. Bonjour Myriam, merci de votre invitation, ça me fait très plaisir d'être avec vous. Alors, pour les membres du groupe qui assisteraient à ce webinaire, je suis d'autant plus contente d'accueillir Maître Saria qu'il est également membre de nos groupes privés. C'est vrai. Donc, cette webconférence va traiter d'un sujet qui concerne les élus de CSE, à savoir leurs moyens d'action en cas de restructuration d'entreprise ou de liquidation judiciaire en cette période qui s'annonce bien compliquée au niveau de l'économie. Avant de démarrer, juste une petite précision ou un petit rappel. Jury Travail a mis en place une page dédiée au Covid-19 et toutes les conséquences juridiques et concrètes dans notre vie quotidienne au travail. Donc cette page regroupe toutes les actualités et tous les dossiers que nous avons mis en place. Je vous livre son adresse, c'est www.jurytravail.com/coronavirus. Si vous avez besoin de conseils plus précis à l'issue de cette webconférence, nous vous avons précisé les coordonnées de Maître Saria que vous devez voir s'afficher sur votre écran. Donc, n'hésitez pas à le contacter pour lui poser vos questions. Donc, pour reparler un petit peu de cette période que nous traversons et qui s'annonce bien compliquée au niveau de l'économie, je vais partir avec une première question d'internaute qui nous a été envoyée. Quelqu'un qui se demandait si justement les restructurations d'entreprises avaient d'ores et déjà commencé ou pas. Et en fait, oui, d'après les sites de d'après les informations de la DARES, les premières restructurations ont eu lieu dès le mois de mars et ça risque malheureusement de s'enchaîner. Dernier chiffre qui est tombé ce matin, 40% des postes d'intérimaires ont disparu au cours de ce premier trimestre 2020. C'est vous dire l'urgence que nous avons, nous élus, de nous tenir informés et de nous former également. Maître Saria, qu'en pensez-vous? Effectivement, l'importance de la formation des élus est primordiale en cette période de crise. Elle était déjà urgente puisque la mise en place du CSE nouvelle formule est obligatoire depuis le 1er janvier 2020 et nous avons beaucoup d'élus qui justement sont nouvellement élus et n'ont pas les connaissances nécessaires pour assumer leurs fonctions. Et il existe, il faut le savoir, des formations qui sont obligatoires pour les CSE, une formation économique, une formation santé-sécurité notamment. Elles sont totalement prises en charge par l'employeur, donc il ne faut pas hésiter à se former sur ces sujets-là qui vont permettre de mieux appréhender les obligations et les missions du CSE. Oui, tout à fait. La formation, c'est un devoir en tant qu'élu, mais c'est aussi un droit et il ne faut vraiment pas hésiter à faire valoir ce droit-là qui est essentiel. Alors, pour commencer, on va partir sur quelques définitions parce que
Il y a énormément de termes qu'on entend régulièrement aux informations, qu'on lit régulièrement dans les journaux sans savoir ce qu'ils recouvrent exactement. Donc, Maître, qu'est-ce qu'une restructuration d'entreprise? Quelles sont les différences entre la cessation de paiement, la liquidation judiciaire, le redressement judiciaire? Y a-t-il un ordre logique entre ces différents états ou pas? Bien, merci pour votre question. Effectivement, là, c'est une question qui va couvrir un panel assez large de définitions. Je vais séparer la restructuration d'entreprise des questions de cessation de paiement, liquidation judiciaire et redressement judiciaire, qui là sont des sujets qui touchent à la fois le droit du travail et à la fois le droit des procédures collectives. En ce qui concerne la restructuration d'entreprise, moi, quand j'entends ce terme, je pense à des opérations qui visent à donner à l'entreprise une nouvelle structure, une nouvelle organisation, une nouvelle méthode de travail. Et dès que j'entends ce terme, je pense à ce qu'on appelle la réorganisation. Et cette réorganisation, tout de suite, doit allumer des warnings dans la tête d'un élu ou dans la tête d'un avocat en droit du travail. La réorganisation, elle allume le warning du licenciement pour motif économique, puisque c'est là qu'on va chercher ce terme de réorganisation et c'est là qu'on va y voir un sujet important en droit du travail et un sujet important en ce moment, puisque les restructurations s'accompagnent bien souvent de transformation d'emploi, de suppression d'emploi ou de modification du contrat de travail. Et donc, je vous disais, ça me rappelle le licenciement pour motif économique et notamment sa définition qui est fixée par l'article L1233-3 du Code du travail qui nous distingue deux choses. La première chose qu'il distingue, c'est le motif économique du licenciement, puisque cet article et la loi nous dit qu'il y a 4 motifs économiques de licenciement, 4 causes économiques à un licenciement économique, les difficultés économiques en premier lieu, les mutations technologiques, la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et la cessation d'activité. C'est celles qui sont listées par l'article. Alors, on y ajoute l'adverbe notamment pour dire que ce ne sont pas les seules, mais c'est les principales qui sont utilisées par l'employeur pour justifier son licenciement pour motif économique. Donc, un élu, lorsqu'il entend réorganisation de l'entreprise, il doit tout de suite se dire, on est peut-être au début de la construction d'un licenciement pour motif économique, puisqu'on touche à la cause économique du licenciement. Pour que le licenciement pour motif économique soit justifié, on va aller chercher la conséquence de cette cause économique, donc là, la réorganisation de l'entreprise, sur l'emploi. Et c'est là que le texte nous dit, eh bien, il faut que la conséquence, ça soit une suppression ou une transformation de l'emploi, une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail. Donc, vous avez ces deux éléments à avoir en tête. La réorganisation, qui est une cause économique d'un éventuel licenciement pour un motif économique, l'effet sur l'emploi, la suppression, la transformation, la modification d'un élément essentiel, ce sont les deux choses à retenir pour un licenciement pour motif économique. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'on appelle la réorganisation? C'est ce que je vous disais au début. C'est une mesure qui vise à donner à l'entreprise une nouvelle structure, une nouvelle organisation, une nouvelle méthode de travail. En ce qui concerne vos questions sur la cessation de paiement, la liquidation judiciaire et le redressement judiciaire, comme je vous l'ai dit, là, on va toucher à des notions qui touchent au droit du travail et à des notions qui touchent également au droit des procédures collectives. On va commencer par un élément fondamental dans la vie de l'entreprise, du moins la fin de sa vie, c'est la cessation des paiements. Juridiquement, c'est le moment où l'entreprise n'a pas assez d'actifs disponibles pour lui permettre de faire face à son passif exigible. En d'autres termes, ce que possède l'entreprise ne lui permet pas d'assumer ce qu'elle doit à ses créanciers, donc de payer ses dettes. À ce moment-là, l'employeur a une obligation particulière, c'est de saisir le tribunal de commerce et de faire ouvrir une procédure collective qu'on va appeler parfois redressement judiciaire, parfois liquidation judiciaire, en fonction de l'état de santé de l'entreprise. Et il faut savoir pour nos élus, c'est que lorsque cet état de cessation des paiements intervient, donc lorsque l'entreprise ne peut plus payer ses dettes, avant de faire cette déclaration de cessation des paiements,
l'employeur doit consulter le CSE. En ce qui concerne maintenant la procédure de redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, je vais y ajouter un autre terme, la procédure de sauvegarde. Ce sont 3 procédures collectives qui sont liées et qui se ressemblent et qui ont parfois des différences majeures. La procédure de sauvegarde, elle va permettre à l'entreprise qui rencontre des difficultés qu'elle ne peut surmonter toute seule et qui sont de nature à conduire à la cessation des paiements, donc on se situe avant la cessation des paiements, de mettre en place cette procédure, du coup, pour permettre la poursuite de l'activité, le maintien dans l'emploi et d'apurer son passif. Donc l'objectif de cette procédure de sauvegarde, qui n'est pas une procédure obligatoire, elle va permettre à l'entreprise de mettre à plat toutes ses dettes, de poursuivre son activité et de maintenir l'emploi. C'est l'objectif qui est poursuivi. Et elle se fait à l'aide d'un plan qui est arrêté par le tribunal de commerce. J'en viens à la procédure de redressement judiciaire, qui vise le même objectif, mettre à plat les dettes de l'entreprise, apurer le passif à l'aide d'un plan, poursuivre l'activité et maintenir l'emploi. La différence majeure entre la sauvegarde et le redressement judiciaire, c'est que le redressement judiciaire intervient au moment où il y a la cessation de paiement. À ce moment, c'est la différence majeure, puisque la sauvegarde intervient avant, le redressement intervient après. Et le redressement, surtout, est obligatoire à partir du moment où il y a un état de cessation des paiements. Dans le cadre de cette procédure de redressement judiciaire, il y a 2 phases. Une phase dite d'observation, où on va observer les dettes de l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise, et faire un état des lieux pour définir ce fameux plan. Et une autre phase où là, on va arrêter ce plan de redressement judiciaire, si cela est possible, avec pour objectif le maintien de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Si cela n'est pas possible, si le redressement est manifestement impossible ou si l'activité de la société a complètement cessé, alors nous allons passer à l'étape de la liquidation judiciaire. Et donc là, cette procédure de liquidation judiciaire va mettre un terme à la vie de l'entreprise puisque le redressement n'est pas possible, l'activité a cessé. Très bien, merci beaucoup, maître. Donc, il y a vraiment des... Comme d'habitude en droit, les procédures sont bien précises. Alors, si vous voulez, on peut enchaîner sur la question sur le rôle des élus. Tout à fait. Dans la Quel pourrait être le rôle donc des élus au niveau de toutes ces procédures? Il y a l'information, consultation, vous l'avez dit, mais sur quel point doivent-ils être particulièrement vigilants? Que peuvent-ils négocier pour la défense des salariés, pardon. En termes de liquidation judiciaire, ça va être compliqué de négocier puisqu'on part du principe que le redressement de la société n'est pas possible ou que l'activité a cessé. Le rôle du CSE et des élus, c'est qu'il peut agir avant la liquidation judiciaire pour communiquer au président du tribunal de commerce un état ou tout fait qui révélerait l'état de cessation des paiements. Donc, s'il constate que dans l'entreprise, nous ne pouvons plus payer nos dettes, il va pouvoir alerter le tribunal de commerce pour ouvrir notamment la procédure de liquidation judiciaire, mais également la procédure de redressement en fonction de l'état de l'entreprise. Comme pour le redressement judiciaire, le CSE doit désigner un représentant des salariés. Il doit également désigner un représentant du CSE qui va assister à toute la procédure, puisque le CSE va être entendu par le juge avant qu'il ne prenne la décision de liquidation. Et donc, là où on va entendre les représentants du CSE, eh bien, c'est éventuellement sur les plans de redressement possibles, les plans de cession, éventuellement un repreneur qui pourrait poursuivre l'activité. Ça peut être des éléments que le CSE peut mettre en avant pour éviter cette liquidation judiciaire. Et donc, cet avis du CSE, il est rendu au plus tard le jour ouvré avant l'audience qui statue sur la liquidation judiciaire.
L'autre sujet où le CSE intervient, eh bien, c'est lorsque la liquidation judiciaire a été prononcée par le président du tribunal de commerce, le CSE fait partie des personnes morales qui peuvent contester cette décision de liquidation s'il estime qu'on peut redresser l'entreprise et qu'il y a des moyens sérieux permettant la continuité de l'activité et le maintien dans l'emploi et l'apurement du passif, bien évidemment. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a également un accord qui est présenté très régulièrement dans les médias ces derniers temps, un accord qui a été mis en place avec les ordonnances Macron, si je ne me trompe pas. C'est l'accord de performance collective. Donc cet accord au départ n'a pas connu un succès terrible, mais là, au vu des jours qui s'annoncent, il risque de connaître un succès grandissant, et d'autant plus que les médias n'arrêtent pas d'en parler ces dernières semaines. Donc, est-ce qu'on peut considérer que cet accord de performance collective constitue un début de restructuration ou pas? Est-ce que vous pouvez également nous préciser sur quoi porte cet accord et préciser également les négociations de cet accord? Donc, quand il y a des délégués syndicaux dans les entreprises, ça se fait en toute logique avec les délégués syndicaux. Ensuite, avec le CSE, mais merci de nous préciser ce qui se passe pour les très petites entreprises qui ne disposent pas de CSE, parce que ça, c'est une question qui nous a été envoyée. Et quels sont les points de vigilance que doivent avoir les négociateurs pour défendre les droits des salariés dans ces accords qui, en règle générale, ne sont guère en leur faveur? Effectivement, l'accord de performance collective est un type d'accord dont on entend beaucoup parler en ce moment, que ce soit par le ministre du Travail ou par certaines sociétés qui ont déjà commencé à tenter de négocier un certain nombre de points. Ces types d'accords, le but poursuivi est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou de préserver l'emploi ou de développer l'emploi dans l'entreprise. Il n'est pas nécessaire d'être en difficulté économique pour négocier cet accord de performance collective. On peut le faire dans un objectif de création d'emplois, de développement de l'activité de l'entreprise. Aujourd'hui, les choses qui nous occupent, bien évidemment, avec la crise, ces accords de performance collective vont être négociés, ou du moins les employeurs vont avoir tendance à vouloir en négocier, avec à mettre sur la table la préservation des emplois dans l'entreprise. Et pour ce faire, ils vont proposer aux salariés avec qui ils vont pouvoir négocier de préserver l'emploi pendant X temps, en échange de différents aménagements. Et donc, c'est sur ces points-là qu'un accord de performance collective va pouvoir jouer. L'employeur va vouloir soit aménager la durée du travail, soit aménager la rémunération des salariés. On peut prendre un exemple de gel des salaires ou d'absence de versement des primes, ou organiser la mobilité professionnelle ou géographique des salariés sur le territoire le champ d'application de l'entreprise. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'une fois qu'il est négocié cet accord, il se substitue de plein droit aux clauses contraires ou incompatibles des contrats de travail. Et là, c'est un point important, puisque lorsque l'employeur, en temps normal, lorsqu'il souhaite modifier la rémunération du salarié, du moins à la baisse, surtout à la baisse, c'est ça qui va l'occuper, il est obligé, il est contraint d'obtenir l'accord express du salarié. Alors que s'il passe par un accord de performance collective, qu'il arrive à négocier une réduction des rémunérations de ses salariés, du salaire de base ou des primes ou je ne sais quoi qui sont prévus par le contrat de travail, là où il devait avant obtenir l'accord express individuel de chaque salarié, avec cet accord-là, il va pouvoir appliquer les dispositions de l'accord aux salariés qui ne pourront pas refuser. C'est ça l'atout majeur pour l'employeur, c'est de pouvoir imposer par le biais d'un accord collectif des dispositions qui sont contraires aux clauses du contrat de travail de chaque salarié. Et cet accord de performance collectif, il va suivre le régime des accords d'entreprise. Et là, on va se poser la question de qui peut effectivement négocier ces accords. En premier chef,
les délégués syndicaux dans l'entreprise. Même si pour que ça soit valable, je rappelle qu'il faut respecter les règles dites d'accord majoritaire, donc une signature par des délégués syndicaux qui représentent des organisations syndicales ayant obtenu 50% des suffrages exprimés aux dernières élections, ou représentant 30% avec l'approbation des salariés, à la majorité des salariés concernés. Dans les entreprises de moins de 11 salariés ou de 11 à 20 salariés qui n'ont pas d'élu, l'employeur a la possibilité de proposer ce projet d'accord directement aux salariés. Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, la négociation est possible au choix de l'employeur avec les élus ou avec des salariés qui ont été mandatés par des organisations syndicales. Et dans les entreprises d'au moins 50 salariés, on va donner une primauté de la négociation aux élus mandatés. À défaut de négociation avec ces élus, eh bien, on va utiliser des élus non mandatés. Et à défaut de négociation avec les élus non mandatés, on pourra négocier directement avec des salariés mandatés par des organisations syndicales. Voilà un petit peu les types de personnes avec lesquelles on peut négocier et tenter de conclure ce type d'accord, ce qui va m'amener au point de vigilance, puisque la négociation d'un accord collectif d'entreprise est bien souvent le théâtre d'un rapport de force entre l'employeur et le représentant, le ou les représentants des salariés. Dans les toutes petites entreprises, on va avoir un rapport de force qui va être largement en faveur de l'employeur sur l'unique salarié mandaté ou les salariés s'ils sont peu nombreux, puisqu'il va mettre en avant le fait qu'il s'engage à maintenir l'emploi et que si nous ne signons pas cet accord, eh bien, on va directement à la cessation des paiements et donc à l'ouverture des procédures collectives, donc, ce qui constitue un argument de force au niveau des salariés qui ne veulent pas perdre leur emploi. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-on prêt à sacrifier pour maintenir l'emploi dans l'entreprise? Et donc, l'employeur va essayer de négocier, comme je vous l'ai dit, une réorganisation de la durée du travail, la rémunération ou les déplacements en termes de les déplacements professionnels et géographiques. Et donc, ce sont les points de vigilance, c'est qu'il faut savoir résister à cet accord à ce rapport de force avec l'employeur. Et donc, pour ce faire, il faut avoir une bonne vision sur la santé économique et financière de l'entreprise. Et là, je m'adresse spécifiquement à ceux d'entre vous qui sont élus dans des sociétés où ils ont accès à des informations, à la BDES, où ils ont une information consultation annuelle sur la situation économique et financière. Avant de s'engager dans des négociations sur des accords de performance collective, soyez à jour de votre BDES, soyez à jour de vos informations consultation sur la santé économique et financière. Je précise également qu'à ce sujet, vous pouvez vous faire aider d'un expert comptable pour qu'il puisse vous donner un rapport sur la santé financière de l'entreprise, ce qui va vous permettre de savoir si la menace de l'employeur est crédible, peu crédible ou non. C'est ça le sujet. Avoir une bonne vision sur la santé économique et financière va vous permettre de mieux négocier. Avoir une bonne vision également sur le secteur d'activité de votre entreprise. Puisque bien souvent, on peut avoir des employeurs qui vont bénéficier d'un effet d'aubaine pour négocier ce type d'accord, alors qu'ils font partie de secteurs d'activité qui n'ont pas connu de crise. Ils n'ont pas connu la crise, même avec le confinement. Donc, bien avoir une bonne vision de son secteur d'activité permet d'avoir des meilleurs arguments pour discuter de la situation économique et financière qui est présentée par l'employeur. Enfin, l'état du marché du travail pour les salariés que vous représentez. Il faut savoir si ce marché du travail est tendu pour vous, si les salariés que vous représentez vont avoir du mal à retrouver un emploi, auquel cas on peut se dire on va faire un effort, on va sacrifier plus de choses pour maintenir l'emploi dans l'entreprise. Mais si le marché du travail fait partie des peu de secteurs d'activité où ce n'est pas tendu, où on peut retrouver un emploi, eh ben on sera prêt à sacrifier moins de choses pour maintenir l'emploi dans l'entreprise, puisqu'on sait que nos salariés, soient hautement qualifiés ou soit sur un secteur d'activité qui ne connaît pas de crise, vont pouvoir retrouver un emploi assez facilement. Très bien, merci beaucoup. Donc, vraiment des accords très importants qui engagent les contrats de travail des salariés
puisqu'ils se substituent à leur contrat de travail. Et être bien vigilant aussi sur la durée de vie de cet accord. Quand on le signe, essayer de le limiter au maximum dans le temps pour éviter que ce qu'il comporte perdure trop longtemps. Alors, on passe à un autre sujet, celui sur les plans de sauvegarde de l'emploi, donc qu'auparavant on appelait plans sociaux. Mais dans notre société qui aime changer les terminologies et employer des termes plus positifs, donc maintenant le plan social s'appelle plan de sauvegarde de l'emploi. Donc là aussi, les élus sont informés et consultés. Là aussi, donc la BDES a son importance et c'est là aussi où je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Insister vraiment sur le fait que votre BDES doit être mise à jour. Je sais que c'est une des dispositions légales les moins appliquées pour les CSE, mais il faut vraiment se battre en particulier en ce moment pour être vraiment au fait de ce qui se passe dans nos entreprises. Donc au niveau du plan de sauvegarde de l'emploi, quel point de vigilance doivent avoir les élus? Qu'est-ce qu'ils peuvent négocier en termes, enfin je ne sais pas, est-ce qu'ils peuvent négocier des formations par exemple pour des reclassements ou autres? Nous vous écoutons. Bien. Lorsqu'on parle du plan de sauvegarde de l'emploi, effectivement, on fait référence aux anciens plans sociaux, vous avez raison de le préciser, et on se situe dans un cadre particulier qu'il faut bien avoir en tête, puisque le plan de sauvegarde de l'emploi, ce n'est pas toutes les entreprises qui doivent le mettre en œuvre. Il est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, qui disposent des représentants du personnel, qui envisagent de procéder au licenciement pour motif économique de 10 salariés et plus sur une période de 30 jours. Lorsque ces conditions sont remplies, le plan de sauvegarde de l'emploi devient obligatoire pour l'employeur. Alors, qu'est-ce que c'est ce plan de sauvegarde de l'emploi? C'est un plan qui va contenir un certain nombre de mesures qui ont pour objectif d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre. Il va intégrer également un plan de reclassement qui va viser à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement pourrait être évité. Notamment, on va essayer de cibler les salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou des qualifications qui vont rendre leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Ce document, ce plan de sauvegarde de l'emploi, il est en principe négocié avec les organisations syndicales. Ça, c'est le premier moyen de négocier ce plan de sauvegarde de l'emploi. Si nous n'avons pas d'accord, il est établi unilatéralement par l'employeur après consultation du CSE. Et ensuite, il va être soumis à l'autorité administrative, soit pour validation, soit pour homologation en fonction des cas. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce plan de sauvegarde de l'emploi? On y trouve des actions en vue du reclassement interne des salariés qui sont visés par le process de licenciement. On y trouve des actions qui vont viser à favoriser la reprise de tout ou partie d'activité en vue d'éviter la fermeture d'établissements, d'entreprises entières. Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise. On peut avoir dans ce plan de sauvegarde de l'emploi une création d'activités nouvelles pour y reverser les salariés qui sont visés par la procédure de licenciement. Des actions de reclassement externes à l'entreprise, bien évidemment, on peut y trouver ce type d'action. Les actions de formation, de validation des acquis de l'expérience, de reconversion, tous ces thèmes-là sont visés par l'article L1233-62. Vous avez une liste des actions qui peuvent figurer dans le PSE et qui sont donc négociées avec les organisations syndicales. Et lorsque c'est établi uniquement par l'employeur, le comité social et économique qui est consulté peut proposer ce type de mesures. On peut aussi trouver des mesures visant à réduire ou à aménager le temps de travail pour éviter des licenciements. On peut se partager la charge de travail dans les salariés pour éviter qu'on supprime
un certain nombre de postes. Ce sont les mesures principales qu'on peut y trouver. Et ça s'intègre, comme je vous l'ai dit, dans un projet de licenciement. Et lorsqu'il y a un projet de licenciement pour motif économique, donc de plus de 10 salariés, sur une période de 30 jours, avec une entreprise qui a 50 salariés ou plus, et plus dans l'entreprise, eh bien le CSE doit être consulté. Et il est consulté sur l'opération projetée, les modalités d'obligation. C'est ce qu'on appelle le projet de restructuration ou de compression des effectifs. Et il est consulté également sur le projet de licenciement collectif, où là, on va l'informer et le consulter sur le nombre de suppressions, les catégories professionnelles, les critères d'ordre, le calendrier prévisionnel, les mesures sociales et d'accompagnement qui sont prévues par le PSE. Donc, il va être consulté à double titre. Le projet de restructuration, le projet de licenciement. Les points à retenir lorsque vous êtes en face à ces projets de licenciement collectif, donc dit de grands licenciements collectifs. Vous avez cette double consultation, et j'insiste bien sur le terme double consultation, parce qu'elle va pouvoir avoir lieu soit par 2 réunions séparées, elle va pouvoir avoir lieu en une réunion, mais il faut bien faire attention à ce que les 2 points de consultation, restructuration, licenciement et collectif, soient traités et soient bien mentionnés à l'ordre du jour et à la convocation des membres du CSE. Le CSE, lorsqu'il est consulté sur ces questions-là, il est consulté avec au moins 2 réunions. Ces 2 réunions, elles sont séparées d'au moins 15 jours. Et il doit rendre un avis dans un délai qui va varier en fonction du nombre de licenciements. L'autre point sur lequel je souhaite insister, c'est que lors de la première réunion, en général, qu'on appelle réunion R1, le CSE reçoit un certain nombre d'informations de la part de l'employeur. S'il estime que ces informations sont insuffisantes, il ne faut pas hésiter à saisir l'inspection du travail en expliquant que les informations qui sont communiquées sur ces projets-là ne permettent pas de rendre un avis. Parce qu'on peut avoir des employeurs qui vous disent « j'ai un projet de restructuration », qui entraîne la suppression d'emplois, donc des licenciements pour motif économique, et qui vous explique pas grand-chose. C'est le devoir de l'employeur d'informer le CSE, et le CSE, avant de rendre son avis, il faut qu'il s'assure qu'il ait des informations suffisantes. Nouveau point, les informations suffisantes, c'est des sujets économiques, financiers, assez difficiles à comprendre lorsque ce n'est pas son cœur de métier. Et là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas hésiter également à désigner un expert comptable dès le début de ces projets-là. Un expert comptable va permettre d'étudier les documents qui sont soumis par l'employeur et de rendre un rapport au CSE pour qu'il puisse rendre un avis éclairé. Il y a un process qui est très clair, très rythmé, avec des délais qui sont très précis. Lorsque le CSE fait appel à cet expert, il ne faut pas hésiter à l'utiliser avant de rendre votre avis. Dès la réception des informations, votez votre désignation d'expert qui, lui, va se charger de prendre contact avec l'employeur, d'avoir accès aux éléments nécessaires pour rendre un avis et donc vous aider, vous, élus du CSE, à rendre un avis éclairé. Et enfin, dernier point d'attention, on n'y pense pas souvent, mais ces types de restructuration et ces types de licenciements pour motif économique ont un impact sur la santé et la sécurité et les conditions de travail. Et aujourd'hui, le CSE, eh bien, il a récupéré la casquette de l'ancien CHSCT. Et donc, toutes ces questions qui vont avoir un impact sur la santé, la sécurité et les conditions de travail va lui donner une casquette supplémentaire pour être consulté. Et donc, il ne faut pas hésiter, en tant que CSE, à être consulté sur ces points-là et à intégrer dans la réflexion d'un projet de restructuration qui a des impacts ou d'un projet de licenciement pour motif économique qui va modifier les conditions de santé et des conditions de travail de vos salariés, eh ben, d'amener la réflexion sur ces sujets-là. Que fait-on des salariés qui restent? Comment on répartit la nouvelle charge de travail? Que fait-on des salariés pendant le temps où la procédure de licenciement va se mettre en œuvre? Ce sont des questions qu'il faut gérer puisqu'elles sont génératrices de stress pour le salarié. Elles sont génératrices de nouvelles conditions de travail et parfois d'augmentation de la charge de travail de chacun.
Et le rôle des élus, c'est d'attirer l'attention de l'employeur sur ces risques-là. Puisque si ça se matérialise, eh bien, le salarié qui aura eu accès à vos PV et à vos questions pourra utiliser ces éléments-là pour mettre en jeu la responsabilité de l'employeur. Oui, c'est très clair. Et effectivement, la nomination de l'expert, c'est à la réunion R1. Et la responsabilité des élus dans ces cas-là est tellement grande qu'il faut vraiment surtout pas hésiter à le faire une minute, quoi. Exactement. Alors, parlons maintenant d'un autre dispositif. Donc, je pense qu'on va se rapprocher un petit peu de ce que vous disiez sur les licenciements économiques. Mais nos politiques nous ont rajouté la rupture conventionnelle collective. Donc, comment se déroule ce processus? Est-ce très différent de la rupture conventionnelle individuelle? Et là encore, que doit comporter l'accord collectif et que peuvent négocier les élus? Est-ce qu'il y a des différences? Bien. Le dispositif de rupture conventionnelle collective, ça va permettre à l'entreprise de prévoir par accord collectif, qui sera validé par l'administration, des suppressions d'emplois en dehors de tout licenciement et de raisons économiques. Les ruptures des contrats considérés dans le cadre de cette rupture conventionnelle collective, elles seront considérées comme des ruptures de contrat d'un commun accord, ouvriront droit pour le salarié à une indemnisation par l'employeur, donc l'indemnité spécifique de rupture, et aux allocations chômage. Pour faire un schéma, cette rupture conventionnelle collective et donc l'accord collectif, c'est un mélange entre un plan de départ volontaire et la rupture conventionnelle homologuée. Elle va présenter un certain nombre de garanties, mais elle va présenter un certain nombre de différences avec les licenciements pour motif économique, les grands licenciements pour motif économique qu'on a vus juste avant. Le process pour avoir ces ruptures conventionnelles collectives, l'employeur va engager des négociations avec les représentants, les délégués syndicaux et à défaut, les autres élus ou les salariés mandatés en fonction des cas et du nombre de salariés dans l'entreprise. Première action, informer l'administration de l'ouverture d'une négociation pour des ruptures conventionnelles collectives. Deuxième action, on négocie cet accord collectif. Puis, il y a une information du CSE, puis une validation de l'administration de l'accord collectif qui prévoit ces ruptures conventionnelles collectives, et enfin une information des salariés sur la validation de l'accord collectif avant de le mettre en œuvre. Alors, quel est le contenu de cet accord et les points de négociation? Le contenu de cet accord, on va avoir le nombre maximal de départs envisagés, de suppression d'emplois associés et la durée pendant laquelle les ruptures peuvent être engagées sur ce fondement. On va avoir les conditions que devront remplir les salariés pour en bénéficier, les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, puisque comme je vous l'ai dit, on mixe le plan de départ volontaire, donc ce sont les salariés qui vont être la plupart du temps volontaires pour bénéficier de la rupture conventionnelle collective, et donc dans l'accord collectif, on va prévoir les modalités de présentation. Les critères de départage potentiel entre les candidats au départ, les conditions d'exercice du droit de rétractation des parties. Là, comme je vous l'ai dit, on mixait plan de départ volontaire et donc rupture conventionnelle homologuée. Et ce droit de rétractation est un élément essentiel de la rupture conventionnelle homologuée. On va prévoir la conclusion d'une convention individuelle de rupture ainsi que les modalités. Là encore, c'est une résurgence de la rupture conventionnelle homologuée. Enfin, deux derniers points qui doivent attirer l'attention des personnes qui vont être amenées à négocier ce type d'accord. Les modalités de calcul sur les indemnités de rupture garanties aux salariés. Là, c'est l'indemnité spécifique de rupture que l'employeur va verser aux salariés qui signent une rupture conventionnelle homologuée dans le cadre de cet accord rupture conventionnelle collective. Le minimum, c'est la loi. Là, l'employeur ne pourra pas aller en dessous.
Mais l'intérêt de cet accord-là, c'est de pouvoir négocier au-dessus de la loi. Et si on doit faire une comparaison avec ce qui se fait pour le plan de sauvegarde de l'emploi, les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, on va les analyser en fonction de la situation financière de l'entreprise, qui en général ne va pas très bien, ne va pas bien du tout. Mais lorsque on est en train de négocier un accord de rupture conventionnelle collective, la situation financière de l'entreprise n'est pas forcément mauvaise. On n'est pas obligé d'avoir des difficultés économiques. Et donc, les salariés qui vont négocier ce type d'accord peuvent négocier des indemnités de rupture plus intéressantes pour les salariés. Et c'est tout l'intérêt de cet accord. C'est de dire, on ne va pas s'engager vers le plan de sauvegarde de l'emploi ou un grand licenciement pour motif économique avec toute la procédure que ça implique. Mais la contrepartie, c'est qu'on veut négocier, on veut bien négocier une rupture conventionnelle collective à condition que les indemnités qui soient versées soient intéressantes par les salariés, pour les salariés. Enfin, le dernier point, les mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés. Là encore, c'est des mesures qui vont ressembler à ce qu'on retrouvera dans un plan de sauvegarde de l'emploi et qu'on va pouvoir négocier avec l'employeur pour bénéficier d'un meilleur accord de rupture conventionnelle collective. Et là, je vais anticiper justement sur la différence entre la rupture conventionnelle collective et le licenciement pour motif économique, puisque Myriam, vous allez me poser la question, quelle est la procédure? Où les salariés peuvent y avoir le plus d'avantages, quoi. Bien. Là, il faut bien comprendre l'esprit d'une rupture conventionnelle collective et ses différences majeures avec le licenciement pour motif économique, et notamment le grand licenciement pour motif économique. Premier point, la rupture conventionnelle collective est détachée de tout motif économique. Et il n'y a pas d'obligation de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi. Pourquoi je dis ça? Puisque le Code du travail a été construit pour protéger l'emploi. Les règles sur le licenciement, et notamment sur le licenciement pour motif économique, sont faites pour protéger l'emploi et éviter le licenciement. Ce qui n'est pas le cas de la rupture conventionnelle collective, puisqu'on n'a pas besoin d'un motif économique. Lorsque pour un licenciement, le Code du travail vous dit il faut que l'entreprise remplisse telle condition, c'est pour dire à l'employeur, vous ne pouvez pas licencier pour motif économique n'importe comment. Ces règles sont protectrices, vous devez justifier des difficultés économiques. Lorsqu'on est en cas de rupture conventionnelle collective, pas besoin de justification. Premier point. Donc ça peut être, je vous coupe juste une minute, ça peut être une solution de facilité pour l'employeur. Sauf que ça doit être homologué par la directe. Du point de vue de l'employeur, il n'a pas besoin de justifier de difficultés économiques. Il peut le faire même si la santé financière de l'entreprise est correcte. L'autre point, pas l'obligation de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi. On a vu toutes les mesures qui doivent être mentionnées dans ce plan de sauvegarde de l'emploi. On a vu tout le process qui est extrêmement lourd pour l'employeur. Il est extrêmement lourd toujours dans cet objectif de favoriser l'emploi et de limiter le nombre de licenciements. Et bien là, dans la rupture conventionnelle, nous n'avons pas l'obligation de mettre en œuvre le plan de sauvegarde de l'emploi. On peut négocier des mesures qui y ressemblent, on l'a vu plus haut. Pour autant, on n'a pas cette obligation qui est protectrice de l'emploi dans l'entreprise. Et donc, ce nouveau dispositif de rupture conventionnelle, il est plus souple qu'un licenciement collectif pour motif économique. Il est beaucoup plus simple à réaliser, beaucoup moins de choses à justifier. Et donc, ça va permettre à l'employeur de réaliser une compression d'effectifs dans un climat où il n'y a pas de suppression contrainte. Il n'y a pas de licenciement, puisque ça ne va être que le volontariat. Ça va lui permettre de réaliser par anticipation des diminutions d'effectifs. Ça va lui permettre d'accompagner une réorganisation sans avoir à justifier de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité. Et là, on revient à ce qu'on a vu au tout début, la réorganisation, pour qu'elle soit un motif économique, il faut qu'elle soit nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité. Donc, lorsque je ne vais pas sur le terrain du licenciement et que je vais sur le terrain de la rupture conventionnelle collective, je n'ai pas besoin de justifier de la nécessité de sauvegarde de ma compétitivité.
Ça me permet également d'éviter la recherche de postes de reclassement en interne, puisque qui dit licenciement pour motif économique dit à l'employeur, vous devez rechercher des postes de reclassement pour les salariés qui sont visés. Lorsque vous faites une rupture conventionnelle collective, vous n'avez pas besoin. Et là encore, la mesure de reclassement, elle est faite pour sauvegarder l'entreprise, alors que dans la rupture conventionnelle collective, eh bien, vous n'avez pas cette obligation. D'accord, très bien. Donc, ça simplifie la vie des employeurs et auquel cas, c'est peut-être aux élus d'essayer de leur rendre plus compliqué en essayant de négocier beaucoup plus de choses. Du coup, Après, en faisant valoir l'aspect plus simple de la procédure, en disant, bon, OK, du coup, en termes de formation, en termes de reclassement, essayez quand même 2-3 petites bricoles. alors aujourd'hui, j'ai un discours qui est quand même très axé CSE, mais il faut Oui, quand oui, même garder à l'esprit que l'intérêt de tout le monde, c'est que l'entreprise continue de fonctionner. tout à fait. On est bien d'accord. Alors, il nous reste très peu de temps pour aborder les 2 dernières questions. Les élus de CSE peuvent être visés par ces plans, que ce soit Oui, la rupture conventionnelle collective, ils peuvent se porter volontaires, ou le plan de sauvegarde de l'emploi. Y a-t-il des dispositions particulières pour oui, ces élus? on leur applique les dispositions de protection, en fait, puisqu'ils bénéficient de la protection, et du coup, on va leur appliquer, que ce soit pour les licenciements pour motif économique ou les ruptures conventionnelles collectives, valoir l'autorisation de l'inspection du travail, la consultation du CSE sur les élus qui sont visés par ce type de procédure. Donc, vous avez la protection, je dirais, classique Oui. du salarié élu du CSE. Et enfin, dernière question sur un volet que vous avez un petit peu abordé tout à l'heure, sur les risques psychosociaux engendrés par toutes ces situations, que ce soit pour ceux qui partent ou ceux qui restent. De quels moyens disposent les élus pour les prévenir et pour les limiter? Donc, il y a le droit d'alerte. Est-ce qu'il y a différentes Exactement. négociations qui pourraient mener pour essayer de limiter cette Alors, casse sociale? la gestion des risques psychosociaux, moi, je l'intègre toujours dans une réflexion plutôt générale que spécifique. Quand on arrive au droit d'alerte, on est vraiment à l'échec de la discussion, de l'échange entre les élus et l'employeur. Il faut quand même rappeler qu'il y a quand même une obligation classique de consultation de l'employeur sur la politique, les conditions de travail qui est annuelle. Donc, il faut déjà s'assurer qu'on soit à jour de cela. Cette consultation, c'est lors de cette consultation qu'on va mettre sur la table les réflexions sur les risques psychosociaux, les conditions de travail des salariés. C'est le moment idéal pour les membres du CSE de, récolter de leur base les doléances des salariés qu'ils représentent et pouvoir engager des discussions, nourrir des réflexions avec l'employeur pour améliorer ses conditions de travail. Le deuxième point, qui là aussi est général, mais il s'adapte, c'est la mise à jour du document unique d'évaluation des risques. Puisque la gestion des risques psychosociaux, comme tous les risques, doit être évaluée par l'employeur, elle doit être mentionnée dans son document unique d'évaluation des risques, et à côté, vous devez avoir un plan de formation ou des mesures qui vont permettre de limiter la réalisation des risques psychosociaux dans l'entreprise. Et c'est ce plan-là, ce document unique d'évaluation des risques, il doit être mis à jour. Il devait être mis à jour quand on était confiné. Quand on a eu cette pandémie, les entreprises ont modifié toutes les conditions de travail des salariés, eh bien, on a dû mettre à jour le document unique d'évaluation des risques. Et là, lorsqu'on va avoir une crise majeure dans l'entreprise qui va générer du stress pour l'entreprise, eh bien, il va également falloir évaluer ces risques et mettre à jour ce document unique d'évaluation des risques. Ça fait partie des missions du CSE d'alerter l'employeur sur cette mise à jour-là. Moi, je suis favorable pour ces élus pour qu'ils poussent l'employeur à adopter une démarche de prévention des risques, c'est-à-dire agir avant. Il peut solliciter des organismes extérieurs comme la Directe, la CARSAT, le médecin du travail, les services de santé au travail. Il ne faut pas hésiter à faire appel à ces personnes-là qui sont spécialisées dans la gestion des risques psychosociaux, qui peuvent nous donner des conseils utiles, des choses à mettre en place, des organisations à mettre en place lorsqu'il y a une crise majeure dans l'entreprise ou une difficulté particulière dans l'entreprise.
Et effectivement, lorsque la prévention ne suffit pas et qu'on constate un certain nombre de situations, eh bien, on a ce qu'on appelle les droits d'alerte. On en a deux majeurs pour le CSE, le droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes à la santé physique et mentale et aux libertés individuelles. Donc là, c'est L2312-59. Vous avez également droit d'alerte en cas de danger grave et imminent. Donc là, effectivement, c'est des alertes que le CSE peut utiliser. Et on n'est déjà plus dans une situation de prévention. On est dans une situation où on a un danger qui est imminent, où on constate un certain nombre de choses qui ne vont pas bien dans l'entreprise. Et le CSE, les élus, peuvent également faire appel à des experts lorsqu'il y a des risques graves pour la santé mentale, avérés ou circonstanciés, pour mener des enquêtes, leur donner des renseignements. Donc là, c'est L2315-96. Les élus doivent se référer à des faits précis, par exemple un malaise dans un contexte de harcèlement, une tentative de suicide. Ils peuvent demander, mettre en place une expertise qui va viser à identifier les causes du risque et à proposer des changements pour supprimer ce risque. C'est également possible, cette expertise, en cas de projet modifiant les conditions de travail. Et donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. L'un des 3 points de consultation du CSE sur des projets importants qui modifient les conditions de travail, une restructuration majeure de l'entreprise peut entrer dans ce cadre-là. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Maître, pour toutes ces réponses et pour la clarté de vos réponses. Donc, si vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à contacter Maître Saria, dont vous avez toujours les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Maître, je vous souhaite une excellente fin de journée et merci encore. Merci. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Excellente fin de journée à vous aussi. Et merci à tous les internautes d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, pour retrouver l'ensemble du dispositif mis en place par Jury Travail dans le cadre de la crise sanitaire, je vous rappelle la page jurytravail.com/coronavirus. Et je donne rendez-vous donc aux élus de CSE ou aux délégués syndicaux dans nos 2 groupes privés dans lesquels nous pourrons poursuivre ces débats et dans lesquels vous pourrez retrouver également Maître Saria, puisqu'il nous fait l'honneur d'être un de nos membres. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire qui interviendra probablement plutôt au mois de septembre désormais. Au revoir, à bientôt.